On a le très grand plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui un chaman amérindien, M. Aigle Bleu, avec lequel nous avons des relations très fraternelles depuis plusieurs années. Et je pense qu'on va avoir un dialogue qui va certainement vous passionner, comme moi il me passionne toujours. Tous les peuples autochtones, aborigènes sur Terre pratiquent le chamanisme. Par contre, ils ont tous leur propre version de ça. Bien qu'on s'entend tous, il y a des valeurs de base. Le respect des ancêtres, le respect de la communauté, le respect de la nature, la communication avec les mondes invisibles, ça c'est commun à tous les chamanismes. Maintenant, tout le monde a leur propre technique, leur façon de faire. Le chamanisme mongol est très différent du chamanisme amérindien. C'est pas du tout la même chose, même qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec certaines pratiques qu'ils font. Eux autres sont confortables avec ça parce que c'est un peuple qui est extrêmement fort. Puis pratiquer ce type de chamanisme-là, ça prend une force intérieure puissante. Hein. Donc, par contre, parmi les peuples, les Premières Nations d'Amérique du Nord, on peut distinguer deux sortes de chamanisme. On a le chamanisme pur et dur, qui est le chamanisme qui est enseigné par la vie elle-même, par les événements de la vie ou par le chaman qui amène son disciple à vivre l'expérience de mort, que ça soit factice ou que ça soit une mort réelle, pour amener son esprit à voyager de l'autre côté. Et après ça, c'est plus facile de refaire le trajet. Hein? Donc, c'est un chemin qui implique des initiations assez costauds. Hein? Je vous parle de deux, juste pour vous donner une idée là, du vrai chamanisme pur et dur. Ça a été documenté par un anthropologue, un des premiers qui a été vivre au Canada parmi les Inuits, qui un jour a suivi un chaman inuit qui a amené son disciple sur la banquise pour l'initier, pour l'amener à prendre la relève de son travail, parce qu'il semblait vieux, puis il avait besoin de disciples. Et puis, donc, il les a suivis, puis là, il était surpris de voir le chaman creuser un clou dans la grasse, attacher son disciple sur un poteau, l'enfoncer sous l'eau, l'attacher là, le laisser là 3 jours, revenir 3 jours plus tard, le sortir de l'eau, et le ramener à la vie, parce que c'est une capacité que bien des chamans ont, que de rappeler l'âme de l'autre côté, bien conservée dans l'eau glacée, bien sûr, et donc de raconter, raconte-moi maintenant ton voyage. Hein. Un autre, parmi un des hommes médecine actuels, les plus puissants qui existent en Amérique du Nord, c'est Leonard Crow Dog, du peuple Sioux. Son initiation à lui, quand il était prêt, la première chose qu'ils ont fait, ses parents, c'est de le cacher, pour pas qu'il soit obligé d'aller à l'école, parce que si vous connaissez l'histoire des écoles résidentielles en Amérique, c'était un génocide culturel qui a été d'une souffrance extrême. Alors, ils l'ont caché parce qu'ils disaient une journée d'école, puis il est fini, il est périmé, il est plus bon pour ce travail-là. Quand il est venu, parce que c'était la puberté, que c'est qu'on devient un adulte chez les peuples autochtones. Il n'y a pas d'adolescence chez les Autochtones. Tu passes de l'enfance à l'adulte parce que tu as un rite de passage qui te permet d'atteindre ta maturité rapidement et pas de vivre une période floue qui s'appelle l'adolescence. Et donc, ils ont creusé un trou de 4 pieds, 1,5 mètre environ. Et puis là, ils ont coupé 108 morceaux de chair sur son corps, qu'ils ont mis dans des petites attaches qui ont été attachées aux 4 coins du trou, comme offrande aux esprits. Et puis, sanguinant, ils l'ont mis sous terre, ils ont recouvert ça avec des branches, puis ensuite avec de la terre, puis ils l'ont mis dans son cercueil pendant 4 jours, 4 nuits. Hein. Donc, c'est sûr que, rendu là, pouf, l'esprit n'a plus envie de rester là. Hein, il part. Le chaman, il sait qu'est-ce qui se passe, fait qu'il attend qu'il revienne. Puis là, il dit, bon, t'es prêt, toi, parce que t'as fait le voyage. Puis, ce qu'il y a de différent chez les peuples autochtones, parce que ça se produit aussi dans la société occidentale, des gens qui ont des expériences de mort imminente, là, qu'on appelle, sauf qu'ils n'ont pas le bagage traditionnel des mythes, des contes, des légendes, qui leur indiquent la cartographie de l'autre côté. Donc, ils savent, quand ils reviennent habituellement, ils se souviennent de rien. Parce qu'ils ne savent pas reconnaître, c'est tellement différent de ce qu'on est sur Terre,
qui ne savent pas reconnaître ce que l'autre côté fait. Quand ils reviennent, ils ne se souviennent de rien. Parce qu'ils n'ont pas de façon de rattacher ça. Tandis que ceux qui ont entendu les mythes, les légendes de leur peuple, quand ils travaillent l'autre côté, quand ils voyagent de l'autre côté, ben, quand ils voient ce qui se passe, ben, ils ont quelque chose pour aider à identifier, puis à mettre des visages, puis à mettre des personnages sur les entités qu'ils rencontrent. Donc, quand ils reviennent, ils s'en souviennent, ils sont capables de raconter. Et donc, d'identifier c'est quoi leur rôle en tant que chaman au sein de la communauté. Alors ça, c'est ce que j'appelle le chamanisme pur et dur. La plupart des nations, à travers le monde, emploient cette forme de chamanisme-là. C'est naturel, ça se produit naturellement au sein de la communauté. L'autre forme, c'est ce que j'appelle, moi, le chamanisme initiatique, qui est commune à tous les peuples bâtisseurs de temples. Alors, on parle des Cherokees, des Yopis, des Mayas, de tous ceux qui bâtissaient des édifices, que ce soit sous terre, la plupart sont sous terre, là, ou des pyramides, là, chez les Mayas, qui sont des lieux de culte. Alors, ces peuples-là ont une spiritualité organisée, structurée, et donc, eux vont choisir les jeunes, d'habitude, c'est les grands-mères qui savent voir ça, le jeune qui a le don, et on désigne aux aînés de son clan, cette personne-là a le don, donc il est amené à pratiquer des méditations, des cérémonies, des exercices, des prières pendant de longues années. Il arrive au même résultat, mais d'une manière beaucoup plus sécuritaire, puis en général, un petit peu plus puissant que le chamanisme pur et dur, qui, à cause des aléas des expériences extrêmes, peut aussi avoir des petits... plus d'ego, si on veut. Hein? Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les hommes médecines, ou les femmes médecines. C'est un peu la même démarche que le chamanisme initiatique, mais eux sont formés par leur famille, dès l'enfance. Ça, c'est encore plus fort. Ça, c'est les plus forts de tous. Il y a un de mes amis qui est homme médecine. Mouchoum, qu'on l'appelle grand-père, qui est un titre honorifique chez nous. Hein, dans votre société, le titre de grand-père puis grand-mère, c'est souvent celui qu'on va reléguer parce qu'il est trop vieux. Chez nous, c'est un titre honorifique qu'on va honorer parce qu'il porte la sagesse. Alors, Marcel Guil-Grondin, qui vient assez souvent en Europe et même à Paris pour donner des soins, reconnu à travers le monde pour sa puissance de soins, qui est exceptionnelle. Alors, ça, c'est un peu ma définition du chamanisme. Moi, j'enseigne le chamanisme initiatique, bien que j'ai suivi les deux sentiers. Alors, c'est tout frais. C'est mon plus gros volume. C'est le travail de toute une vie, ça. C'est ce que je lègue, parce que ça fait... Moi, j'ai travaillé toute ma vie dans ce domaine-là. Donc, il y a quelques années, j'ai décidé que je voulais arrêter. Je veux me reposer. Toutes les oppositions du système, qui ne sont pas drôles, rendues à 65 ans, il est temps que je prenne ma retraite. Donc, mais je ne pouvais pas prendre ma retraite sans avoir transmis ce que j'ai. On est tellement peu nombreux parce que la volonté du système partout sur Terre, ça a été d'éradiquer les peuples aborigènes et particulièrement ceux qui connaissent les sciences spirituelles parce que c'est contraire à ce qu'ils vous racontent, les mensonges qu'ils vous racontent, puis ce qu'on raconte nous, c'est deux mondes, c'est complètement l'opposé. Là. Donc, ils ne veulent vraiment pas qu'on puisse raconter ce qu'on a raconté. Voilà. Donc, il fallait que je transmette. Alors, j'ai mis sur pied une formation sur 4 ans qui s'appelle « Créons le monde ». Et on va terminer la fin de semaine prochaine. Il y a les cérémonies de l'équinoxe du printemps en Belgique. Le public est invité. Mes étudiants vont être aussi, puis c'est leur dernière cérémonie. Après ça, ben, ils auront tous ceux qui étaient prêts. Sur une centaine d'étudiants, je pense que il y en a une vingtaine qui auront réussi à faire toute la formation puis recevoir le certificat de praticien chamanique. Donc, le livre, c'est le résumé, c'est-à-dire qu'on a filmé tout ça, qui est disponible d'ailleurs sur savoirancestral.com. Et il y a une personne qui me connaît bien, qui a tout transcrit
les stages et qui en a fait un livre. Puis moi, j'ai tout corrigé, amélioré, puis ça va faire des bonnes notes de cours. Il y a certaines cérémonies, bien sûr, certaines méditations qui ont été laissées, qui ne sont pas dans le livre, mais la majeure partie est là. Et moi, j'ai l'impression que le chamanisme, c'est l'attitude normale d'un être humain et la tradition normale d'un être humain sur la Terre. Et on ne peut absolument pas considérer que c'est une religion ou que c'est même une recherche spirituelle, c'est une attitude simplement de connaissance, une façon de manifester l'unité entre soi et le cosmos, les êtres de la nature, les êtres de l'univers, etc. Et, alors que bien souvent, on relègue le chamanisme à une forme de religion comme une autre. Et donc est-ce que tu penses comme moi que si on avait laissé les terriens tranquilles, ils seraient toujours dans le chamanisme en grande majorité, et que les religions qui sont un peu institutionnelles, bon, nous viennent de l'extérieur et ne sont pas naturelles pour l'homme? À mon avis, les religions sont une autre façon par le système de conditionner, de programmer les êtres humains. Et la preuve de ça, c'est que toutes les religions vont vous dire que la récompense de l'homme est au ciel. Elle n'est pas ici. Il faut évaluer tout ce qu'on reçoit comme information à l'intérieur de soi. Hein? Ne croyez pas un mot de ce que je vous dis. Vérifiez tout ce que je vous raconte. Il faut le vérifier à l'intérieur de soi. Est-ce que ça a du sens? Puis est-ce que ça vibre? Hein, si on a les deux, on a des bonnes chances que ça soit quelque chose qui nous amène. Si les êtres humains arrêtaient de se faire conter des histoires par les autres, puis qu'on décidait de soi-même le chemin sur lequel on doit marcher, on arrêterait de détruire le monde autour de nous. Parce que ce n'est pas intéressant, la vie d'aujourd'hui. Travailler 45 heures par semaine, dans des boulots stressants, dans des milieux pollués. Quand on regarde la vie des aborigènes d'autrefois, en moyenne 2 à 3 heures de travail par jour, personne de stressé, travail relaxé au sein de la nature, toujours avec ses enfants, toujours avec sa communauté, beaucoup de célébrations. Pas de prison parce qu'il n'y a pas de criminalité, pas d'hôpitaux parce que tout le monde est en bonne santé, un émotionnel équilibré, un mental beaucoup plus aiguisé, puis une mémoire beaucoup plus performante que la société d'aujourd'hui. Puis la spiritualité, bien là, on n'en parle pas. Là, on dépasse tous les bornes là, comparativement au monde d'aujourd'hui. Les gens ont plus aucun... Même la télépathie, qui est le plus simple des pouvoirs à acquérir, il n'y a presque personne qui est capable de le faire aujourd'hui. Puis ça, c'est simple, c'est facile. Là, tu sais, je veux dire, vous le faites couramment. Combien de fois le téléphone sonne puis vous savez c'est qui? Combien de fois que vous êtes avec votre être aimé puis que vous dites la même chose en même temps? C'est la télépathie, ça. Tout le monde, c'est naturel, ça. Hein, les gens, autrefois, quand il y avait des réunions, des longues communautés, je dis les communautés au Québec, là, c'est dans le Grand Nord, c'est dans des centaines et des centaines de kilomètres les uns des autres. Là. Périodiquement, tous les chamans se rencontraient. Ben, il n'y avait pas de téléphone pour se dire quand est-ce qu'ils allaient se rencontrer. Je veux dire, ils communiquaient autrement. Là. Hein, je me souviens d'un vieux, à un moment donné, qu'on avait demandé, son arrière-petit-fils, il était très vieux, le monsieur. Il dit, ça, c'était un de nos amis. Il dit, qu'est-ce qu'il devient? Ça faisait, je pense, 2 ans qu'on ne l'avait pas vu. Il a fermé les yeux. Il dit, il est en train de couper du bois. Il va très bien. Il est en bonne santé. Puis là, il est en train de nous raconter, comme ça, là, il était en union, en communication directe. Là. Donc, si on compare la vie qu'on a dans un système comme celui-ci, avec les vies qu'on avait naturellement autrefois, ben, je veux dire... Est-ce que tu dirais, comme d'ailleurs, à travers tout ça, c'est un peu aussi ce que tu dis dans cet autre livre qui vient de sortir aussi cette semaine, d'ailleurs, je suis impressionné. Le chamanisme, finalement, moi, c'est mon avis, et un peu à travers ce livre que je l'ai ressenti, mais je pense que je le ressentais déjà avant, c'est plus l'avenir de l'humanité que son passé. Souvent, on considère que c'est des choses préhistoriques, parce que c'est vrai que le chamanisme remonte à la nuit des temps, et que dès qu'il y a eu des êtres humains, il y a eu du chamanisme. Parce qu'il y avait ce que tu exprimes là avec la télépathie,
La télépathie, c'est le mode de fonctionnement de tout l'univers. Tous les règnes de la nature vivent de télépathie. Les animaux communiquent entre eux par télépathie. Ils communiquent avec les arbres, avec les plantes par télépathie, avec les papillons. Ils n'arrêtent pas. Et il n'y a que nous qui avons réussi à créer un petit barrage provisoire là-dessus. Et est-ce que, bon, la planète, comme tu dis, elle est dans une situation qui n'est pas très, très facile à cause justement de cette prise de pouvoir du mental sur notre vie, mais est-ce que on peut envisager ou espérer que le chamanisme redevienne le mode de fonctionnement naturel de l'être humain par rapport à la planète, par rapport à la nature, qui, à mon avis, sa seule issue, en tout cas ceux qui vont retrouver ces racines en eux, auront certainement plus de chances de se réaliser, de perdurer à travers une autre civilisation, à travers un autre règne, à travers une autre dimension. Et est-ce que donc le chamanisme, c'est l'avenir et non pas le passé? Les véritables chamans, j'en ai pas rencontré beaucoup. Je vous avoue que j'en ai rencontré beaucoup en Europe, mais des véritables chamans, j'en ai pas rencontré beaucoup. C'est pas là-dessus qu'il faut axer notre conscience. Parce que le chamanisme va revenir de lui-même, puis on n'a pas besoin nécessairement de lui donner un nom. Il va émerger spontanément parmi les enfants qui vont naître dans un milieu naturel. Ce qu'il nous faut obtenir, c'est de retrouver le milieu naturel. Il faut protéger la nature. Lorsqu'on aura une vie au sein de la nature, ça va émerger toute seule. On n'a pas besoin de courir après. Nos enfants, ils vont arriver une bonne journée, puis ils vont dire, et puis on va voir quelque chose de merveilleux se produire, puis on ne comprendra pas, mais l'enfant, pour lui, ça va paraître naturel. Ça va se faire toute seule, ça. Hein? Pour retrouver ce lien-là avec la nature, parce que c'est l'unité avec le cosmos, avec la nature, avec le monde, qui permet d'entrer en unité, puis en communication, puis en communion, qui permet ces choses-là, qui permet de dégager justement tous ces talents, ces aptitudes, ces capacités latentes qu'on a à l'intérieur de nous. Bien, il faut protéger la nature, il faut revenir vers la nature, et la seule manière de protéger la nature, c'est d'en tirer sa subsistance. Tu ne peux pas continuer à vivre dans Paris, puis acheter ta nourriture au supermarché, puis protéger la nature. Au contraire, ta vie détruit la nature. Si vous êtes intéressé par cette dame, elle s'appelle Anastasia, puis ses livres ont été écrits par son mari qui s'appelle Vladimir Maigret. Maigret, ça s'appelle M-E-G-R-E. Donc, elle nous a donné la solution. Elle y a pensé très longtemps, puis elle a des capacités qui dépassent tous les chamans que je connais. Elle y a pensé très longtemps, elle a été plus vite dans sa pensée que les forces de l'homme qui conditionnent la planète actuellement. Et elle nous a livré la manière de faire ça. Il faut que chaque famille envisage, rêve d'un domaine familial. Si on a 1 hectare de terre, c'est pas beaucoup 1 hectare, hein, c'est 2 acres de terre à peu près. Hein, c'est 10 000 mètres carrés, je pense. C'est pas énorme, mais tu peux nourrir ta famille à vitam aeternam avec 1 hectare de terre. Il y en a qui réussissent à le faire avec moins que ça. Hein. Et puis, de visualiser que tu construis avec ta famille, sur cet hectare de terre-là, un paradis. C'est-à-dire que tu vas mettre les fleurs que tu aimes, tu vas mettre les plantes que tu aimes, tu vas mettre les animaux que tu aimes. Si tu aimes l'eau, ben, tu vas t'arranger pour avoir un cours d'eau, ou quelque chose qui éveille l'eau chez toi. Tu conçois, tu rêves à ton petit paradis familial. Et ensuite, tu te mets, une fois que tu l'as bien rêvé, puis que tu l'as bien partagé à ta famille, tu cherches à le réaliser. C'est en train de se faire partout sur Terre actuellement. Surtout en Russie, parce que les livres ont sorti en Russie pour commencer. Les autres sont rendus avec presque 300 éco-villages de domaines familiaux. Les petites particularités qu'il va falloir atteindre, qui ne sont pas faciles, en Russie, ils l'ont réussi parce qu'ils l'ont mis en loi.
mais qu'en France, ça va vous prendre du temps, c'est que le domaine familial doit être non taxable et non imposable, et les produits qui sortent du domaine familial doivent être non taxables et non imposables, parce qu'il ne faut pas que le gouvernement essaye de contrôler ça, faut que ça appartienne à la famille, il ne faut pas que ça appartienne à une communauté ou à une organisation ou quoi que ce soit, il faut que ça soit non saisissable, et il faut que ça soit non vendable, que ça soit juste transmis par héritage à l'intérieur de la famille, pour qu'on ait un sentiment d'appartenance profond à la terre. Moi, j'ai un petit domaine, pas tout à fait 1 hectare. Puis, moi, j'ai toujours travaillé dans ce sens-là. Puis, quand ma fille, elle a eu, je pense, 6 ou 7 ans, là, à l'âge de comprendre ce que j'allais lui transmettre, il y a une journée où je lui ai dit, ça, c'est à toi. Ça va toujours être à toi. Ça va être à tes enfants après toi. C'est à toi pour l'éternité, ça. Ce petit bout de terre-là, avec ses arbres, puis avec ses plantes, puis ses animaux, puis tout ça. Hein? Et puis, j'ai vu une lumière sortir de ses yeux à ce moment-là. Elle a une compréhension. C'est sûr que elle, quand elle est née, on a mis son placenta sur terre, puis on a planté un chêne par-dessus, puis c'est son arbre. Moi, j'ai besoin de communiquer avec ma fille, je m'envoie à son arbre, puis pouf, j'ai le lien. Puis, à chaque fois qu'elle arrive, elle voit son arbre, puis il y a quelque chose qui se passe. Je ne pourrais pas vous décrire c'est quoi. Je ne le comprends pas moi-même, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose, là. Et je me souviens d'avoir souvent vu arriver de l'école, parce que les écoles actuelles, c'est des milieux qui sont antinaturels, ce n'est pas des milieux naturels pour les enfants. Alors, arriver de l'école fatigué, déprimé, pas de bonne humeur, et puis, tu sais, marcher, tu sais, comme tu vois les enfants qui partent, moi je les vois partir pour l'école le matin, tu sais, on dirait pas des enfants, tu sais, ils ont leur gros sac à dos, puis ils sont là, tu sais. C'est pas des enfants, là, tu sais, on dirait qu'ils sont déjà au travail, là, tu sais. Et puis elle sortait de l'auto, les 2 pieds touchaient le sol, puis elle était partie comme un chevreuil. Ça partait à courir, ça, c'est tout oublié. La terre la renouvelait dans une fraction de seconde. T'sais. Donc, c'est comme ça qu'on va guérir la terre, 1 hectare, une famille à la fois. Hein? Donc, on peut commencer tout de suite, même si on ne le réalise pas de notre vivant. Si on met le rêve en place, puis qu'on partage ça avec nos familles, hein, ça va se faire. Parce que tout commence avec une pensée. Hein? Puis quand les domaines familiaux seront en place, puis qu'on aura autour de nous d'autres familles qui font la même chose, on va venir qu'on n'aura plus besoin de travailler. Parce qu'après quelques générations, là, la terre a produit toute seule. Je veux dire, tu n'as même plus besoin de penser à ta nourriture. Ton corps est tellement adapté que tu vas manger comme tu respires. Ta main, elle va prendre automatiquement la feuille, le fruit, le légume dont tu as besoin, sans même que tu aies besoin de penser. Tu n'auras même plus besoin de cultiver. Là. Hein, la personne dont je vous parle, Anastasia, c'est les animaux qui font tout son travail. Là. Elle veut des noix, elle envoie l'écureuil, des animaux sauvages. Là. Il va chercher les noix, ils vont ramener ça, puis ils font un petit tour, puis même ils le décossent, là, puis c'est tout prêt. Quand elle a eu son petit, elle ne pouvait pas garder son mari avec elle parce que c'était un entrepreneur russe, il ne pouvait pas vivre comme ça. Elle n'a même pas de maison, elle n'a aucun objet fabriqué. Elle n'a aucun objet fabriqué. Elle vit dans la taïga sibérienne, non? Aucun objet fabriqué. Hein? Sa maison, c'est un trou sur la terre. Périodiquement, on l'appelle l'ours, puis il fait un gros trou, puis elle remplit ça d'herbe odorante, puis tout à fait confortable dans ça. Et puis quand elle a eu son petit, elle a dit, elle lui a permis jusqu'à l'âge de 5 ans de le voir une fois. Puis le matin, elle a vu c'est l'ours qui gardait toute la nuit, le petit sur lui. Et puis l'ours, la journée, il partait faire se nettoyer puis faire ses affaires. Puis c'est le loup qui arrivait puis il surveillait pendant la journée. Et puis, je veux dire, quand tu es en unité parfaite, on est au paradis, là. On peut reprendre notre place au sein du paradis. Avant qu'on atteigne cette communion-là, ça va prendre des générations. Mais il s'agit qu'on ait le rêve. Puis la minute que vous aurez le rêve, la minute que vous aurez compris, il ne faut pas croire ce que je vous dis, là. Il faut y réfléchir, il faut y penser longtemps, jusqu'à temps que ça devienne à vous. Puis la journée que ça va devenir à vous, vous allez vous apercevoir que chaque pas que vous allez poser sur la terre va être différent. Vous allez avoir de la joie.
Vous allez avoir de la paix à l'intérieur de vous. La vie ne viendra pas plus facile, mais vous allez avoir l'énergie en arrière pour traverser tous les obstacles. Ça sera complètement différent. Parce que vous aurez aligné votre vie avec ce qu'on appelle, nous, les instructions originelles. Comment le Créateur voulait qu'on vive à l'origine. Parce que c'est ça qui est particulier chez l'être humain, c'est qu'on porte une parcelle du Créateur à l'intérieur de soi. C'est pour ça qu'on est capable d'inventer. Mais il faut porter ça plus loin. Il faut faire ce qu'on appelle de la co-création. C'est-à-dire qu'il faut créer, mais avec les instructions du Créateur. Là, actuellement, on invente des affaires, mais c'est contraire aux instructions du Créateur. On travaille avec la mort. Toute la technologie, c'est mort, ça, là. Je veux dire, toutes les machines, ça tombe en panne. Il n'y a pas aucune machine qu'un jour ne s'use pas et qui ne tombe pas en panne. Mais un écureuil, est-ce que ça tombe en panne, ça? Non. Un loup, ça ne tombe pas en panne. La nature, ça ne tombe pas en panne. Les arbres, ça ne tombe pas en panne. Ça se reproduit puis ça continue indéfiniment pour l'éternité, là. Hein? Puis ça ne fait pas de pollution, ça. T'sais? Alors, la science actuelle, elle est morte. Elle considère que les pierres sont mortes, que les vents sont morts, que l'eau est morte, que c'est des objets inanimés, ça. Ça travaille avec la mort, la science actuelle. Hein? Elle vous fait des centrales nucléaires qui propagent la mort. Hein? Il faut changer cette optique-là, puis comprendre que le vent, c'est vivant, que la pierre est vivante. On n'a pas le droit de briser la terre puis de mettre une route par-dessus sans avoir consulté, sans avoir parlé aux arbres, sans avoir... Tu sais, il faut travailler avec la nature et non pas contre la nature. Hein? Ça s'appelle la co-création. Donc, ça va nous prendre du temps. Mais à partir du moment où on met le rêve dans notre tête, qu'on se réoriente, qu'on comprend la vie, puis c'est pour ça que j'ai écrit la philosophie de la nature, pour vous aider à comprendre. Ça, c'est libre de tout aspect culturel, de toute spiritualité, c'est vraiment logique, rationnel. J'ai voulu écrire que tout le monde puisse comprendre, là, tu sais, qu'on puisse vraiment se réorienter de manière à ne pas avoir de fatras, de dogmes, de quoi que ce soit, qu'on comprenne véritablement la réalité dans laquelle on est, puis qu'on puisse se réorienter, puis revenir à un mode de vie qui soit dans la joie, dans la paix, dans l'amour, et arrêter de stresser dans la pollution. Et moi, j'aime particulièrement ce petit bouquin parce que j'en ai écrit la préface. Ouais. Merci. Oui, et ce que tu nous dis là, c'est une vraie révolution. C'est la vraie révolution. Retrouver ce qui nous anime profondément, retrouver notre nature humaine qu'on a tendance à oublier. Et c'est tout à fait ce qu'on entend par peuple arc-en-ciel. Le peuple arc-en-ciel, c'est ces gens qui ont envie de vivre en tribu, qui, dans le monde entier, s'organisent en éco-villages, etc. Et cette idée que chaque famille, ou chaque famille au sens large, parce que c'est toujours avec les grands-parents, les cousins, etc., puisse s'organiser de cette façon-là, c'est faisable. C'est tout à fait réaliste. C'est réaliste à condition d'avoir accepté de lâcher un peu du confort qui nous retient et qui nous maintient vers le bas, de cette technologie qui est une drogue, quelque part. C'est une drogue. Et c'est possible. D'ailleurs, c'est ce qu'on a commencé à faire en Seine-et-Marne. En Seine-et-Marne, vous êtes d'ailleurs... on a 1,5 hectare aussi de terre. Et où on a commencé avec des amis, en particulier Stéphane, qui est un peu notre secrétaire là-bas, et Cécile. On appelle le centre Ganymède, parce que Ganymède, c'est l'ère du Verseau, c'est le symbole de la connaissance pour l'ère du Verseau, un peu comme nos éditions Ganymède. Et donc, on y fait quoi? On y fait de la permaculture, on y fait de la construction bio, on essaye de se mettre en autonomie énergétique, et ainsi de suite. Et si vous avez envie de faire un peu plus connaissance et de voir un peu... Bon, c'est le début, mais tout le monde est appelé un jour ou l'autre, s'il prend conscience du problème et de la situation, appelé à viser ça, parce que c'est la seule issue. Et c'est en multipliant ce genre de petites structures individuelles, de petits éco-villages, de petites structures familiales, reliées entre elles, évidemment,
qu'on élève le niveau vibratoire de la planète et où on peut changer complètement et créer une nouvelle civilisation, même si on ne se préoccupe pas spécialement de l'autre civilisation qui continuera forcément d'exister avec ceux qui resteront attachés à la technologie, etc. Mais c'est à chacun de prendre les choses en main de cette façon-là. Le but, c'est aussi d'aider les gens à se mettre en autonomie, à se réaliser à travers un mode de vie naturel, où après le reste peut suivre. Pourquoi pas la télépathie, etc. Tout ça devrait revenir un peu à la surface. Alors, dans ce que tu expliques dans ce livre, ça m'a beaucoup frappé et ça m'a beaucoup intéressé, c'est cette notion d'instruction originelle. Ça, j'ai trouvé que ce concept auquel j'avais jamais pensé est vraiment fondamental. Les instructions originelles, ça devrait être notre ligne de vie en tant qu'être humain, comme c'est déjà la ligne de vie de tous les animaux de la nature, de tous les êtres de la nature. Il n'y a que les êtres humains qui font exception. Pendant des millions d'années, il n'y a jamais eu un seul déchet sur la Terre, et puis en 50 ans, la Terre étouffe sous les déchets. Et c'est parce qu'on n'a pas respecté nos instructions originelles. Bon, moi, ça me fera plaisir que tu développes encore cette idée d'instruction originelle, si c'est possible. Oui, alors, c'est par cette particularité-là du libre arbitre qu'on reconnaît que l'être humain porte en lui une parcelle divine. Il y a deux aspects de l'être humain qui nous montrent qu'on est différent des autres êtres dans la nature. Le premier, c'est le libre arbitre. C'est-à-dire que tous les animaux, peu importe lesquels, vont toujours faire exactement ce qu'ils sont supposés de faire. Toutes les plantes dans la nature vont faire exactement ce qu'ils sont supposés de faire. Toutes les pierres dans la nature vont faire exactement ce qu'ils sont supposés de faire. Tous les éléments dans la nature vont agir exactement comme ils sont supposés d'agir. Le seul qui a le choix, c'est l'être humain. Hein? Pas parce qu'il doit enfreindre les lois originelles ou les instructions originelles, mais parce qu'il a la capacité de co-création. C'est-à-dire le second aspect de ce qui le différencie des autres êtres qui existent sur la planète. C'est-à-dire que nous, on a la capacité d'inventer. On a la capacité de créer. C'est-à-dire qu'on porte à l'intérieur de nous cette capacité de création qui est le propre du Créateur. Et c'est par ces deux aspects-là qu'on peut reconnaître que l'être humain est différent et qu'il porte en lui un aspect du grand esprit. En fait, toutes les religions le disent, qu'on est fait à l'image de Dieu. Hein? C'est quelque chose qu'on retrouve dans pas mal toutes les religions actuellement. C'est un des aspects qui est véridique. Mais ce qui arrive si on ne suit pas les instructions originelles, c'est qu'on peut le faire, mais c'est que là, on va voir de la maladie, c'est là qu'on va voir de la souffrance, c'est là qu'on va voir toutes sortes de problèmes commencer à se manifester au sein de notre communauté, puis éventuellement de notre nation, puis éventuellement sur la terre entière, comme on le voit aujourd'hui. Donc, pour vous aider à distinguer vos instructions originelles, la meilleure façon, c'est d'observer la nature. Parce qu'il n'y a pas de mensonge dans la nature. Hein? Le loup, il ne commence pas à aller prendre une bière à taverne. La pierre a décidé qu'elle veut voler dans les airs et l'arbre a décidé qu'il veut aller pousser dans l'océan. Ils font exactement ce qu'ils sont supposés de faire. Si vous réfléchissez, si vous méditez, si vous pensez au sein d'un milieu naturel, vos pensées vont être plus claires. Ils vont pouvoir trouver leur correspondance, leur résonance dans le monde autour de vous. Ça va être plus facile pour vous de commencer à voir clair. En fait, dans toutes nos nations autochtones qui vivaient tout le temps dans la nature, on prenait même la peine, surtout pour les hommes, de les isoler à l'adolescence pour leur rite de passage, toutes seules dans la nature avec rien d'humain autour. Hein, pour qu'ils puissent vraiment vibrer avec les instructions originelles. Puis ça, c'est quelque chose que j'encourage tout le monde à faire. Allez vous trouver un lieu de retraite en quelque part, puis de ne pas parler à aucun être humain, puis de ne pas faire appel à aucun livre, à aucun outil extérieur, pendant au moins 3 ou 4 jours. Hein. Ça va prendre au moins 24 heures avant que peu des conditionnements puis des programmations commencent à s'effilocher un peu, là.
Hein, on en a pour des générations à libérer tous nos conditionnements et nos programmations. On en a épais, là. Vraiment, vraiment, vraiment épais, là, des conditionnements et des programmations. Là. On pense tout croche. Hein, on est plein de mensonges. Tu sais. Notre façon de vivre, puis tout ce qu'on pense est rempli de conditionnements et de programmations qui ont été installés par le système, qui sont contraires aux instructions originelles. Hein, parce que le système n'est pas intéressé d'avoir des êtres libres. La caractéristique d'un système, c'est justement d'avoir un système qui est là pour contrôler les êtres humains. C'est ça un système, peu importe lequel. Là, depuis 12 000 ans, il y a eu 24 civilisations, ils ont tous eu le même parcours. Vouloir contrôler la nature, contrôler les êtres humains, dominer. Alors, tu as une échelle en haut de gens très puissants, puis tu as la populace en dessous. Puis des armées, puis de la guerre, puis etc., etc., etc. On vit dans ça. Hein, on sait c'est quoi. Hein, puis, donc, tout ce qui peut donner aux êtres humains la liberté de penser est découragé. Hein. Hein, Jésus-Christ, on va le crucifier. Socrate, on va lui dire, tu vas te suicider. Nelson Mandela, puis Martin Luther King, on va les assassiner, et compagnie. Tu sais, moi, j'en connais la couleur parce que j'ai vécu ça toute ma vie. Hein, être attaqué, diffamation, toutes sortes de... Donc, c'est typique. Hein? On veut enlever aux êtres humains la capacité de penser par eux-mêmes. Hein? C'est pour ça que je vous dis, la première étape, c'est de revenir à vous pour évaluer en vous qu'est-ce qui est vrai. Hein? Puis pour le faire, il faut être dans la nature. Parce que ça, c'est vrai. Fait que même si vous ne comprenez pas la nature, parce qu'apprendre à lire la nature, ça prend du temps, là. Hein, les gens, moi, je m'aperçois, je vais marcher un peu dans le bois, puis je reviens, puis les autres vont marcher, puis moi, ce que j'ai vu, les autres, ils n'ont pas vu, là. Hein, moi, j'ai souvent vu ça, là. Tu sais, on fait des cérémonies, il se produit quelque chose de vraiment extraordinaire, les personnes à côté de moi, ils n'ont rien vu. Parce que ça dépasse ce qu'ils sont capables de comprendre avec leur mental, tu sais. Ils ne sont pas habitués à ça. Donc, ils ne voient rien. Ça passe complètement à côté de leur capacité de voir. Hein. Donc, quand vous êtes longtemps au sein de la nature, vous commencez à raisonner avec la vérité. Hein. La vérité, c'est une résonance, c'est une vibration. Là. Vous vibrez en résonance harmonique, tranquillement, avec ce qui est vrai. Puis là, tranquillement, vos conditionnements, vos programmations, ça commence à tomber comme les feuilles à l'automne. On commence à voir un peu plus clair. Hein. Puis il faut le répéter souvent. Donc, ça, c'est le genre d'activité qui peut vraiment vous amener à trouver en vous vos instructions originelles. Parce qu'il y a une chose qui est particulière pour l'être humain, c'est que pour les animaux, pour les plantes et pour les minéraux et pour les éléments, ils ont tous les mêmes instructions originelles. Tous les loups font la même chose, tous les renards. Mais l'être humain, lui, tout le monde a une instruction originelle qui est la même, celle de créer le paradis terrestre. C'est notre rôle en tant qu'être humain. On est gardien du paradis terrestre. Mais au sein de ça, on a tous un rôle un peu différent. Hein? Chacun au sein de la communauté humaine a des dons, a des talents, a des capacités qui sont un petit peu différentes, qu'il faut découvrir. Ça fait partie de vos instructions originelles qui sont uniques à qui vous êtes, vous, en tant qu'être humain. Puis ça, il faut le découvrir. Il n'y a personne qui peut vous le dire, ça. Parce que le Créateur, il ne l'a pas inscrit dans le cœur du voisin, il l'a inscrit dans votre cœur à vous. C'est quoi votre mission? Puis la façon de le trouver, c'est simple. C'est ce que vous aimez faire. Pas compliqué. Hein? Si vous aimez faire quelque chose, vous allez le faire bien parce que vous allez y trouver de la joie. Puis ça ne sera pas du travail. Hein? Ça va être une passion. Hein? Donc, il faut toujours suivre sa joie. Qu'est-ce qui est dans son cœur en autant que c'est logique? Hein? Parce qu'on peut souvent s'illusionner. « Ah, j'aime tellement ça, le bon vin. Hein? » C'est le cœur qui parle, mais c'est peut-être pas vos instructions originelles. Hein? Même si le bon vin, en France, il est bon. Hein? On pourrait commencer par comprendre le vêtement que vous portez. OK. Une bonne, pas futile. Ça fait partie des premières choses que j'enseigne dans mes praticiens chamaniques. La matière, elle est importante. Hein? On a un corps humain, c'est important, notre corps humain. Alors, lorsqu'on a un vêtement qu'on porte toujours,
lorsqu'on fait des cérémonies, lorsqu'on fait des méditations, ils viennent énergiser, ils viennent énergiser, c'est le mot, ils portent une vibration. Donc, à chaque fois qu'on porte ces vêtements-là, les symboles qu'ils renferment vont nous aider à faire notre travail. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre tradition, de la médecine. La médecine, le mot médecine dans notre tradition ne veut pas dire la même chose que dans la vôtre. La médecine, c'est quelque chose, quelqu'un ou un événement qui fait le lien entre le monde physique ici puis le monde spirituel qui est la charpente du monde physique. Alors, c'est un conduit, si tu veux, à l'énergie spirituelle. Alors, tous les chamans ont une façon particulière de s'habiller, ont des habits particuliers, parce que ces habits-là portent une énergie. Je voudrais savoir, la musique, le chant, c'est une prière ou c'est... Qu'est-ce que ça représente en fait? Ça parle de l'Unga, oui, le monde de la forme idéale. Ça crée le pont entre notre monde ici et le monde spirituel, le monde de la forme idéale, dont tout est issu. Et c'est là qu'habitent les ancêtres. Donc, on appelle nos ancêtres en disant « Unga, oui, venez, viens ici ». Vous avez senti l'effet, hein? Ça a unifié toute la salle, comme ça. Puis ça a changé le milieu vibratoire, a fait « Pouf ». Puis on n'était plus tout seul, on était accompagnés. C'est des choses simples, mais il y a une chose qui est importante à comprendre dans le chamanisme et qui fait la grosse différence entre les gens qui se disent chamans aujourd'hui en Europe, c'est qu'on ne peut pas vraiment être, à notre idée, on ne peut pas vraiment être chaman si tu n'es pas à l'intérieur d'une tradition. Il faut que tu aies tes ancêtres en arrière de toi. Hein, je veux dire, il n'y a pas juste moi ici, là, il y a des milliers, puis des milliers, puis des milliers, puis des milliers d'années de sagesse puis de pouvoir qui sont là, qui passent à travers moi. Puis j'ai pas tellement d'énergie, j'ai pas tellement de mérite ou d'énergie à fournir pour que ça passe. C'est juste que je suis dans des lignées ancestrales de chamanisme. Donc, puis toutes les grandes lignées, vraies lignées, comme le taoïsme, certaines écoles hindoues, le bouddhisme tibétain, parlent de ça, là. C'est la lignée qui porte l'énergie de ce que tu es. Tu n'es pas toute seule, là. Donc, ça fait aussi ça, ce chant. Oui. Alors, le problème avec nous, ici en Europe, c'est qu'on a des influences de l'Inde, du bouddhisme tibétain, des Amérindiens. Je ne parle pas forcément d'une question personnelle, mais... Et du coup, un chant qui est d'une tradition peut paraître bizarre à nous qui ne sommes pas nés dans cette tradition-là. Tu vois? Et je vois beaucoup de confusion qui viennent de ça. La question, c'est comment est-ce que quand on pratique, par exemple ce que tu proposes et qu'on n'a pas du tout l'habitude de ce chant-là, on peut même déjà savoir de quoi. Il ne s'agit pas pour vous de devenir des Amérindiens. Il faut vous rattacher à vos ancêtres ici. Ils sont encore là, vos ancêtres ici. Je les ai rencontrés, ils sont encore là. J'ai dit, par exemple, à mes praticiens chamaniques, quand on allait entrer dans la 4e année, qu'on allait faire les cérémonies cycliques, dire, on va communiquer avec vos ancêtres. Puis la première cérémonie cyclique qu'on a faite, on a communiqué avec les ancêtres. Puis 5 de mes praticiens chamaniques ont reçu 5 fois le même message. Hein, exactement la même chose. C'est pas quelque chose dans l'air, là, c'est quelque chose de vrai. Donc, vous n'avez pas besoin d'imiter les Hindous ou les Japonais ou les Amérindiens. Au contraire, il faut essayer de vous rattacher à la culture paysanne de France. Je veux dire, la culture paysanne en France, mais elle est d'une richesse merveilleuse. Je veux dire, vous avez une connaissance de vos jardins ici qui est en train de se perdre, mais qui était d'une beauté beaucoup plus développée que nous, en Amérique, là, la science des jardins, puis beaucoup plus de variété aussi au niveau des écologies ici. Nous, on peut faire 3000 km, puis c'est le même environnement, c'est toute la même sorte de forêt, là. Ici, on voyage 100 km, puis c'est un écosystème complètement différent. Donc, vous avez une très grande richesse, c'est là-dessus qu'il faut c'est la terre elle-même
qui va vous dire. C'est elle qui va vous donner vos champs, qui va vous ramener ce qui était là avant, parce que c'est encore là. C'est encodé dans les arbres, dans les rochers, dans la terre, c'est partout là autour de vous. Il faut commencer par la protéger, qu'elle vous appartienne, puis que plus personne va faire une autre route dessus. Il faut trouver comment est-ce que vous allez protéger vos terres. Comment est-ce que vous allez protéger vos domaines familiaux. C'est à vous autres à trouver les solutions, là. Hein, il y a moyen. L'intelligence humaine est beaucoup plus forte que n'importe quel système. Parce que le système, lui, est sclérosé, il ne bouge pas. Tandis que l'intelligence humaine, elle peut tout faire. Hein. Donc, il y a moyen de tout déjouer. Mais il faut vous mettre ensemble, puis penser, puis réfléchir, puis regarder la nature, puis retrouver vos racines. Oui, ça dépend beaucoup. C'est avant tout une question de désir, de ressentir cette unité. Parce que bon, le mental, il nous sépare, il veut toujours nous séparer les uns des autres par nos égos et par nos nationalités ou par autre chose. Et s'il y a un désir de ressentir une compréhension spontanée de l'unité entre soi et les autres, entre soi et l'univers, entre soi et la nature, etc., alors évidemment, on a envie de les protéger. Et évidemment, on a envie de respecter ses ancêtres parce que c'est la même chose d'avoir un sentiment d'unité avec le monde extérieur que d'avoir un sentiment d'unité avec le passé. L'avenir étant le fait de faire l'unité avec l'extérieur, si je peux dire. C'est lorsque c'est la recherche de faire un par tous les moyens. De toute façon, on a tous nos façons de faire l'unité avec ceux qui nous entourent. Mais c'est toujours notre avenir que de faire appel à ce sentiment d'unité. Et dans toutes les, je disais, dans les campagnes, les traditions paysannes, etc., moi, ça me fait penser à la tradition bretonne, où cette envie d'unité est très très forte et elle est très vivante à travers les fest-noz, à travers cette façon de danser en groupe avec des rythmes et des musiques extrêmement répétitives qui mettent en transe aussi. Et ça pour moi, c'est aussi un chamanisme occidental, un chamanisme gaélique, un chamanisme spécial. Et ça a vraiment la capacité de créer une unité entre les personnes. Évidemment, après, on a tendance à repartir chacun de son côté, mais on peut chercher toutes les façons qui sont personnelles et toutes les façons qui sont collectives, qui sont familiales, etc., de toujours avancer, progresser vers ce sentiment d'unité qui est la seule façon de protéger notre planète et de nous protéger nous-mêmes. Tout à l'heure, on parlait des ancêtres et de tout ce qu'ils peuvent nous apporter, de leur soutien, de leur sagesse. Mais peut-on aussi trouver cette sagesse, les réponses et le soutien au travers de toutes nos vies et avec notre âme centrale? Fiez-vous à ce que vous pensez. Arrêtez de vous appuyer sur les autres pour avoir vos réponses. Votre cœur, il sait déjà tout. Hein? Vous avez toute l'information déjà à l'intérieur de vous. C'est juste qu'on ne se fait pas confiance parce qu'on ne nous a jamais permis ça. On nous a toujours dit quoi faire. Puis à chaque fois qu'on a voulu s'affirmer, on nous a rabroué. Hein? Ça commence à la première année d'école. Il y a un examen à la première année d'école. C'est le même examen pour tout le monde. Pourtant, tout le monde est différent, là. C'est quoi le message que vous recevez? Vous n'êtes pas important pour ce que vous êtes important pour ce que vous faites. Vous adaptez au système. Donc, vous êtes conditionné comme ça par vos parents, par le système, par l'école, toute votre vie. Alors, naturellement, on n'a pas tendance à se faire confiance, mais c'est là que sont les réponses. Comment faire pour se détacher progressivement de ce monde occidental multiconnecté avec quelque chose vraiment... Le chemin de chacun est différent. Il n'y a pas de recette toute faite. La première étape, c'est aller dans la nature, passer du temps toute seule, dans la forêt, sans parler à personne, pendant plusieurs jours de suite. Vous allez avoir vos réponses. Oui, c'est votre parcours initiatique, j'espère que j'emploie le bon mot. Vous avez paru lumineux à un certain moment de votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Ça, c'est une particularité dans les peuples amérindiens.
si tu te dis chaman ou les mots qui sont de chaque nation qui convient l'identification de la personne qui marche sur ce genre de sentier-là, ben, tu ne peux pas juste dire « je suis chaman ». Il faut que tu en fasses la démonstration. Hein? Les gens ne peuvent pas juste aller dire puis dire, « je suis chaman ». C'est quelqu'un qui arrive et dit ça, ben, toute la communauté se rassemble, le regarde, montre-nous. Hein? Et puis, tu as intérêt à ne pas manquer ton coup. Hein? Parce que manquer à sa parole, pour les Occidentaux, c'est rien du tout. Même écrit sur le papier, ils ne respectent rien. Mais pour nous, la parole, c'est sacré. Quand tu dis quelque chose, tu dois le faire. Hein? Donc, il y a des examens, si tu veux, des tests, des épreuves qui sont donnés. Puis, dans la tradition dans laquelle j'ai eu le plus de formation, le premier test, c'est justement de produire de la lumière. Donc, on fait ça dans un lieu sombre ou dehors une nuit sans lune. Puis, j'ai fait mon test, moi, il y avait 120 personnes à peu près, dont une vingtaine d'aînés, là. Bien réussi, d'ailleurs. Ce que on a trouvé bien, c'est que par résonance harmonique, toutes les mouches à feu dans l'herbe autour de moi se sont mis aussi à s'illuminer. C'était bien. Hein. Votre question, c'est que je suis une enfant du monde parce que je suis très métissée. Et vous parliez tout à l'heure de s'accrocher aux racines de nos ancêtres. Oui. Je ne suis pas une araignée encore. Alors, comment choisir, comment faire? Vous commencez là où vous vous trouvez présentement. Vous êtes en plein cœur de Paris, faites un jardin dans votre cuisine. Nous, chez nous, on produit presque 40% de notre nourriture dans la cuisine, hein, avec les pousses et les germinations. On a des étagères qu'on a mis, puis on a des cabarets, puis on a toujours 3 vitesses différentes. On en a dans le câble quand c'est juste au début, puis dans des pots avant ça, puis on peut déjà faire beaucoup, peu importe où on se trouve. Ma sœur, elle vit au centre-ville de Montréal. Elle avait sa maison sur le bord d'une ruelle où c'était plein de débris tout le temps. Elle a été voir la ville, puis maintenant, toute l'allée, d'un côté, c'est un jardin. Puis les gens qui passent là cueillent des tomates, des concombres, c'est plein de fleurs puis de légumes, toute la ruelle. Tu sais. Peu importe où on se trouve, la terre est sacrée partout. Donc, il faut la faire fructifier partout où vous vous trouvez. Est-ce que le monde des esprits est un monde effrayant? Parce que quelqu'un... Il y a les deux. Ah ouais. Il y a les deux. Il y a des êtres très bénéfiques, il y a des êtres très maléfiques. Parce que c'est ça, en fait, le souci. C'est qu'on a envie de se lancer, mais dans quelque chose de complètement... Ah non, non, vous ne vous lancez pas sans formation, là. Non. Je vois les gens, là, ils vont dans des cours de chamanisme, et la première fois, ils font tout de suite un voyage chamanique, là, je veux dire. Au secours, oui, au secours. Moi, mes étudiants, c'est juste la 2e année qu'on a commencé. Il y avait déjà toute une année, plusieurs stages, beaucoup de pratiques spirituelles avant de faire un voyage chamanique. Il faut que ton corps il soit fort, puis que tu sois accompagné, puis que si ça vous arrive spontanément, la première chose que vous faites, c'est vous dire, c'est qui, toi? T'es qui? Tu poses la question, là. À qui j'ai affaire, là? La première chose, là. Puis pour pouvoir voyager dans les nuages, il faut avoir les 2 pieds bien solides au sol. Hein? C'est pour ça qu'on utilise le tambour. Parce que ça nous rattrache, ça nous accompagne, on ne perd pas le nord, comme pour dire. Hein? Non, il ne faut pas jouer avec ces choses-là. C'est pas... on n'a pas besoin non plus. L'important, c'est pas ça. L'important, c'est qu'on revienne à la terre. Puis la seule manière de protéger la nature, c'est de s'en nourrir, c'est d'y trouver sa subsistance. Puis que là, on peut mesurer le travail qu'on a à faire. Une fois qu'on sera là, à participer avec la nature, à faire fructifier la nature, à créer le paradis, ces choses-là vont venir toutes seules. On n'aura pas besoin de chercher ça. Hein, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui cherchent le pouvoir et qui se glorifient dans ce type de quête de toutes sortes d'ateliers. Il y a Chogyam Trungpa qui appelait ça le matérialisme spirituel. Hein, les gens qui vont de stage en stage en stage, puis pratiquent rien, tu sais, ils juste disent « Oh, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je connais ci, je connais ça », tu sais. C'est comme s'ils accumulent du matériel spirituel, tu sais, c'est pas...
C'est mieux d'avoir une chose que tu pratiques au quotidien. Là, c'est ta pratique qui... La pratique spirituelle, c'est ce qui définit l'être humain. On devrait tous avoir une pratique spirituelle. La pratique spirituelle est constituée de prière. La prière, c'est dire merci. C'est pas demander quelque chose. Le Créateur, il nous a déjà tout donné. Il faut remercier, puis ça met en branle le cycle de la réciprocité. Là, vous pouvez recevoir. Le deuxième aspect de la pratique, c'est une fois que tu as parlé, il faut que tu écoutes. Donc, c'est la méditation. Hein? Puis la troisième, c'est il faut entretenir le véhicule, il faut prendre soin de soi. Il faut faire des exercices, des danses sacrées, du tai chi, n'importe quoi, mais il faut devenir fort dans notre corps. Hein? Les gens dans la nature, ils sont tous très forts, hein? Parce qu'ils sont dans la nature tout le temps. Hein? Alors nous qui sommes citadins ou qu'on vit dans un mode de vie qui est plus loin de la nature, ben, il faut se donner l'opportunité de faire des exercices. Hein? Au pire, aller au gym 4-5 fois par semaine, quelque chose. Il faut s'entraîner, là, c'est très, 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 très important. Ça, c'est la pratique spirituelle. Puis ça doit être fait quotidiennement. Parce que si on était complètement et entièrement au sein de la nature, sans aucune technologie et sans aucun objet fabriqué, on n'aurait pas besoin de pratique spirituelle. Hein? Mais, vu qu'on a le libre arbitre, on a le choix. Puis pour pouvoir faire les bons choix, il faut premièrement que tu comprennes c'est quoi les bons choix, puis après ça, il faut que tu aies le courage et la force et l'intelligence de les mettre en action. Et puis ce qui te donne ce pouvoir-là, c'est la pratique spirituelle. Alors ça, tout le monde devrait faire ça, quotidiennement. Ça, c'est la première chose que j'enseigne dans mon premier cours, c'est la pratique spirituelle. Puis après ça, ben, la pratique spirituelle, t'en as, je veux dire, ça finit plus, là. T'as beaucoup, beaucoup de pratiques différentes. C'est pas les pratiques qui sont importantes, c'est de les pratiquer qui est important. À mesure qu'on en a maîtrisé un, d'habitude, on va en trouver une qui nous amène plus loin, tu sais. Mais il y a toujours la pratique. Même ceux qui sont illuminés, qui ont perdu le besoin de quoi que ce soit, hein, qui n'ont plus aucun attachement, puis qui peuvent manifester le corps de lumière, qui ne sont pas limités au corps physique, même eux continuent la pratique spirituelle. J'ai entendu dire qu'il y avait eu des naissances de bisons blancs, oui. Et que dans la culture amérindienne, ça avait une certaine signification. Je disais que quand on verrait les bisons blancs, que le nouveau monde reviendrait, qu'on retrouverait le monde d'avant. Un monde de liberté. C'est ça que vous avez chanté d'ailleurs. Oui, ça parle de ça, oui. Vous avez parlé de justement avec le bison blanc par rapport à l'énergie primordiale, c'est en lien avec le bison blanc? Oui, bien, il y a 4 visages à l'oiseau tonnerre. Les tonnerres et l'éclair dans les nuages, ça c'est ce qu'on appelle l'oiseau tonnerre. C'est un des visages de l'oiseau tonnerre. L'autre visage de l'oiseau tonnerre, c'est le bison blanc. C'est lui, la pile électrique, si tu veux, qui est au pôle Nord. C'est lui qui génère la force éthérique qui s'entoure la Terre. Ça sort du pôle Nord, ça circule, ça rentre dans le pôle Sud, ça fait comme un anneau de Thorès, là. Ça, c'est l'énergie, le moteur de ça, c'est le bison blanc. Ensuite, tu as l'aigle bleu, ça, c'est l'éclair qui illumine rapidement la vérité, puis qui fait que tu ne peux pas l'éviter, là. Hein? Et puis ensuite, le 4e visage, on ne peut pas le mentionner, on ne peut pas le nommer. No more
le amawate, amawate, amawate.
Quand l'ange bleu est venu, il amena l'harmonie, paisible comme l'eau d'un lac immense, ouvrant nos yeux au sentier d'un monde nouveau. Maintenant, nous sommes tous enfants de la terre-mère, tous frères et sœurs, préparant la venue de l'enfant. Enfant de la terre, tu es notre espoir pour préparer l'avenir, pour purifier nos pauvres vies, pour réapprendre l'amour. Enfant de lumière, reviens nous éclairer, tous nos illuminés, nous donnant le sourire de joie, nous réapprendre la foi. Enfants de la terre, reviens nous aimer, reviens nous faire pleurer, reviens consoler nos cœurs dans la lumière de l'ange. Enfant de lumière, reviens nous libérer, nous enseigner la paix, renaître nos cœurs dans la joie, nous faire voir l'arc-en-ciel. Oh, yeah. Enfant de la terre, viens nous montrer à être femme de pleine lune, de tendresse et de douce attente, d'accueil et de soleil. Enfant de lumière, viens nous montrer à vivre d'amour et de prière, partager, danser et chanter la force de ton esprit. Ange de la terre, viens bénir nos rivières, abolir nos frontières, redécouvrir le feu et l'air, les bêtes et les oiseaux. Ange de lumière,
Merci pour ta musique, tes enseignements magiques, ta paix et ta simplicité. Merci pour l'arc-en-ciel. Ça s'appelle L'homme de la météo, Weatherman. Weatherman, weatherman, flying through the storm. Weatherman, weatherman, flying through the storm. Like an eagle through the wind, a spirit now is born. Like a spirit through the wind, an eagle now is born. Hey, my, hey. My, hey. Weaving magic light, I flew away on the wings of time, kissing you goodbye. I headed for some peace of mind, flowing like the water, the river and the stream, flying like a weatherman in everybody's dreams. Hey! Praise the light, men, praise the light. Praise the light, it loves us all. Bless the earth, men, bless the earth. Bless the earth, she loves us all. Knowing that the world is like a lonely corridor, blood and sweat on the floor, locked in heavy doors. Knowing that the natural people are so very few, riding pure through the storm, they shall free the world. Love is the only way, my dove. Love is for the pure. Love yourself the first of all, then just toss the ball. Hey! Praise the light, men, praise the light. Praise the light, it loves us all. Bless the earth, men, bless the earth. Bless the earth, she loves us all. The weatherman, flying through the storm. The weatherman, flying through the storm. Like an eagle through the wind, a spirit now is born. Like a spirit through the wind, an eagle now is born. My, hey.
Cette chanson-là est très importante pour moi parce que ça parle de la liberté qu'on avait à l'origine. Parce qu'on était libre. Hein? Dans la société actuelle, on n'est pas libre. Ils restreignent nos libertés de plus en plus. C'est incroyable. En France, c'est horrible, horrible. À chaque fois que je viens, j'entends des choses, mais c'est à gémir. Hein? Et puis, c'est partout dans le monde, mais vous êtes particulièrement sous l'emprise du système ici. C'est particulièrement difficile. Hein? Et puis, quand on compare ça à la vie de liberté qu'on avait avant, où on était complètement libre, hein? On faisait ce qu'on voulait. Tout le monde respectait les autres parce qu'on vivait avec la loi. Ça venait de l'intérieur. On n'était pas conditionné par la carotte et les bâtons, par les punitions et les récompenses de l'extérieur. On apprenait dès notre enfance à faire ce qui est bien parce que c'est bien, parce que ça nous fait du bien de faire ce qui est bien. Et d'éviter le mal, parce qu'on est mal quand on le fait. Pas à cause de la punition, du récompense. On n'est pas des animaux à être domptés avec la carotte et le bâton. Donc, il y avait une grande liberté. Puis surtout, moi, je suis né sur les plaines, donc avec les chevaux dans les plaines, tu sais, il y a une image de liberté là, qui est présente. Puis aussi, c'est la chanson qui parle de l'énergie primordiale qui nous accompagne pour transformer la planète, que nous, on appelle le grand bison blanc. Alors, voilà, Great White Buffalo. Speaking with the voice of Great White Buffalo, speaking with the voice of thunder, speaking with the voice of the great mystery, speaking with the words of wisdom. Tanit kumitin, tanit kumitin, tanit kumitin, gichemanto, tanit kumitin, tanit kumitin, tanit kumitin, gichemanto. Speaking with the voice of Great White Buffalo, speaking with the voice of thunder, speaking with the voice of the great mystery, speaking with the words of wisdom, holding you tight in the starry night, loving with you, dreaming in light, building our home, what a lovely sight, children of love in all their might, speaking with the voice of Great White Buffalo, speaking with the voice of thunder, speaking with the voice of the great mystery, speaking with the words of wisdom. Seeing the plains with countless buffalo, riding the winds of freedom,
lighting the fires of love and liberty, freeing the land with gardens. This land is ours and can't be bought. Free like the wind is the right we got. Holding true the sacred trust, guarding the land and the earth we must. Seeing the plains with countless buffalo, riding the winds of freedom, lighting the fires of love and liberty, freeing the land with gardens. Rainbow path to the beauty way, rainbow path to the earth, calling you to the beauty way, calling you to the earth. Seeing the plains with countless buffalo, riding the winds of freedom, lighting the fires of love and liberty, freeing the land with gardens. Speaking with the voice of great white buffalo, speaking with the voice of thunder, speaking with the voice of the great mystery, speaking with the words of wisdom. Alors, on va terminer avec un chant de jeu pour vous présenter un des instruments les plus importants, puis mettre un peu de joie aussi dans la musique accompagnait tout ce qu'on faisait, nous, tout le temps, puis il y avait des jeux de gageure où c'était beaucoup de la médecine, hein, il fallait pas passer entre les deux équipes, là, tu te faisais zapper, c'était tout le temps en train de s'envoyer de la magie de chaque côté, puis il fallait deviner où étaient rendues certaines choses dans l'équipe adverse. Il y avait les guerriers d'un côté et les guerriers de l'autre. Puis tout le reste de la communauté était en train de gager puis faire leur médecine. Puis fait qu'il y avait des chants qui accompagnaient ça. C'est un de ces chants-là. Et puis c'est pour présenter aussi. Je vais faire une petite introduction au début, juste avec ce qu'on appelle, nous, le mashikwe, qui est le brasseur d'énergie vitale. Ça veut dire brasseur d'énergie vitale. C'est encore plus important que le tambour pour nous, cet instrument-là, parce que tout le monde peut l'utiliser. Le tambour, c'est réservé à certaines personnes. Même autrefois, jamais les femmes utilisaient le tambour. Maintenant, aujourd'hui, il y en a plus en plus qui l'utilisent, mais autrefois, les femmes, ils étaient le tambour. C'est la femme, hein, c'est la terre. Hein. Donc, le mashikwe, lui, non seulement il relève l'énergie vitale par son secouement, mais il dissout aussi les obstructions dans les corps d'énergie. Alors, où il y a des problèmes, qui peuvent être des blocages, c'est ça qu'on va utiliser pour dissoudre ça, puis après ça, on va réénergiser avec ça. Donc, je vais faire un petit travail thérapeutique au début, puis après ça, je vais enchaîner avec ce chant de jeu.
Hey nickety, hey one night, hey nickety, hey one night, hatsy mana, hey one night, hatsy mana, hey one night, hey nickety, hey one night, hey nickety, hey one night, hatsy mana, hey one night, hatsy mana, hey one night, hey nickety, hey one night, hey nickety, hey one night, hatsy mana, hey one night, hatsy mana, hey one night. Hey nickety, hey one na, hey nickety, hey one na, Hatsimana, hey one na, Hatsimana, hey one na. Woo! Alors, je vais vous dire juste quelques mots sur les CD parce qu'on vient toujours me demander après, puis plutôt que de répéter à plusieurs personnes la même chose. Je le dis une fois pour tout le monde. Le premier chant puis le dernier chant, les chants traditionnels, vous trouverez sur le disque chant traditionnel. Le disque tambour de la terre-mère, c'est juste du tambour. C'est pour la concentration, pour le voyage chamanique. Si vous avez besoin d'étudier ou faire la danse ou quelque chose qui requiert de la concentration, c'est tambour de la terre-mère. Pour ceux qui veulent, vous avez entendu les chants diphoniques, les chants où on entend plusieurs sons, là. Ça, c'est pour la méditation, ça, c'est pour le multidimensionnel, c'est sur le CD Mystère. Pour avoir la flûte, c'est Chant du cygne. C'est pour se réaccorder à la nature, ce disque-là. Ensuite, on a Sérénité, qui a beaucoup d'instruments, des instruments même que je n'ai pas ici. C'est tout moi qui fais les instruments, mais c'est de la musique complète, là. Et ça, c'est pour rehausser l'énergie vitale du corps, Sérénité. Ensuite, il y a le bleu, comment il s'appelle donc? Mystère. Son du ciel. Son du ciel, c'est pour la relaxation. Et puis ensuite, il y a Spirit Songs, qui lui, c'est pour l'inspiration. Alors, ces deux-là, ils ont encore tous les instruments, puis aussi la voix. Mais c'est toutes mes compositions, ces deux-là. Et puis, il y a Aigle bleu sur la guitare. Alors là, c'est juste mes compositions de guitare classique. Ça, c'est très, très relaxant. Bon, ben, merci beaucoup. Merci, merci.